Ma mère veut que je fasse l'homme et que j'assume le bébé issu de l'infidélité de ma femme, mais je fais un test ADN avec mon père pour essayer de l'aider dans son divorce. Je vais commencer par dire que ma mère avait toujours rêvé d'avoir une fille. C'était quelque chose qu'elle désirait depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Son excitation était évidente quand elle et mon père ont appris qu'ils attendaient leur premier enfant, qui s'est révélé être moi. Cependant, tout a changé au moment où elle a découvert que ce serait un garçon. Elle a été extrêmement déçue, et cette déception n'était pas quelque chose qu'elle gardait pour elle. En fait, elle m'a raconté cette histoire plusieurs fois au cours de ma vie, me faisant clairement comprendre qu'elle avait toujours espéré un autre résultat. Mes parents avaient prévu d'avoir d'autres enfants, puisque ma mère espérait encore avoir une fille. Cependant, la vie en a décidé autrement. Après ma naissance, ma mère a commencé à souffrir de graves complications de santé, qui au fil des années ont rendu impossible pour elle de concevoir à nouveau. L'idée de ne pas pouvoir avoir d'autres enfants a été pour elle un choc dévastateur. J'imagine le poids émotionnel de cette perte, un poids qu'elle porte encore aujourd'hui, je crois. Ça a dû être un coup très douloureux de réaliser que son rêve d'avoir une fille ne se réaliserait jamais. Au fil des années, ma mère a continué d'exprimer son désir d'avoir une fille, un sentiment qui semblait s'intensifier avec le temps. J'ai remarqué qu'elle accordait une attention particulière à mes cousines, les couvrant d'affection et de cadeaux, ce qui semblait être l'expression de l'amour maternel qu'elle aurait voulu donner à une fille à elle. Que ce soit par des cadeaux supplémentaires, des gestes d'affection, ou simplement par la manière dont elle les traitait, il était évident qu'elle se comportait différemment avec elle qu'avec moi. Curieusement, ce comportement ne m'a pas trop dérangé pendant la majeure partie de ma vie. J'ai accepté que c'était simplement ainsi que ma mère était et je n'ai pas pris son favoritisme envers mes cousines personnellement. Je savais qu'elle m'aimait et, pour la plupart, j'étais en paix avec ça. C'était le cas jusqu'à ce que mon ex-femme, Sophia, entre dans l'équation. Sophia était la fille de la meilleure amie de ma mère au lycée, une amitié qui s'était effacée au fil des années mais que ma mère avait ravivée après de longues années sans contact. Quand ma mère a rencontré Sophia pour la première fois, elle a été impressionnée par sa beauté et est immédiatement devenue obsédée par l'idée qu'elle serait la partenaire parfaite pour moi. À ce moment-là, j'étais célibataire, et ma mère avait déjà essayé sans succès de me présenter à plusieurs femmes. Mais cette fois, elle était déterminée. Elle n'arrêtait pas de me répéter à quel point Sophia était belle et merveilleuse, et combien nous nous compléterions parfaitement. Avec le temps, cela en est presque devenu une obsession pour elle. Pendant des semaines, j'ai supporté ces tentatives incessantes de nous rapprocher, et j'ai fini par céder. Honnêtement, j'ai accepté de sortir avec Sophia surtout parce que je voulais que ma mère arrête d'insister. Je voulais juste qu'elle cesse d'en parler et me laisse continuer ma vie. Quand j'ai enfin rencontré Sophia, ma première impression correspondait à tout ce que ma mère m'avait dit. Elle était, sans aucun doute, incroyablement belle. Mais au fil de la soirée, en apprenant à mieux la connaître, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur au-delà de son apparence. L'une des premières choses que j'essaie de découvrir chez quelqu'un, c'est ce qui le motive, quels sont ses objectifs, et quels rêves il a pour l'avenir. Quand j'ai demandé à Sophia ce qu'elle voulait faire de sa vie, sa réponse m'a surpris. Elle m'a dit, sans hésitation, que son rêve était d'être femme au foyer. À ce moment-là, j'ai ressenti un malaise intérieur. Ce n'était pas que je trouvais quelque chose de mal à vouloir fonder une famille, mais à cette époque de ma vie, j'avais des ambitions très différentes. Je ne pensais pas encore à avoir des enfants, et j'espérais trouver quelqu'un qui avait des aspirations au-delà de la création d'une famille. Alors naturellement, je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire en attendant, avant d'avoir des enfants, et sa réponse m'a laissé encore plus perplexe, elle a simplement dit qu'elle voulait être épouse à plein temps. Je l'ai regardée, perplexe, tandis qu'elle m'expliquait que sa mère avait toujours été femme au foyer aussi loin qu'elle s'en souvenait, jusqu'au décès de son père. À son avis, c'était la clé du mariage réussi de ses parents. Bien que je puisse respecter que cela ait fonctionné pour sa famille, c'était complètement différent de ce que je recherchais chez une partenaire. Je voulais quelqu'un avec de la passion, quelqu'un guidé par un objectif, que ce soit dans sa carrière ou dans un but personnel. L'idée que quelqu'un veuille être femme au foyer dès le départ ne correspondait pas à mes valeurs de l'époque. Sophia et sa mère vivaient avec son oncle, qui s'occupait de toutes leurs dépenses, puisque la mère de Sophia ne voulait toujours pas travailler. Quand je suis rentré de ce premier rendez-vous, j'étais clairement déçu. J'y étais allé avec peu d'attente, principalement pour faire plaisir à ma mère, mais à la fin de la soirée, je savais que ce n'était pas ce que je cherchais. Naturellement, ma mère n'a pas bien pris mes commentaires. En fait, elle était visiblement contrariée, presque comme si je l'avais trahi en ne donnant pas à Sophia la chance qu'elle pensait qu'elle méritait. Elle insistait sur le fait que je n'avais pas pris assez de temps pour vraiment la connaître, m'assurant que si je faisais juste un petit effort de plus, je pourrais voir ce qu'elle voyait en Sophia. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je lui ai dit fermement qu'elle devait arrêter de nous pousser l'un vers l'autre, et qu'il valait mieux que nous passions chacun à autre chose. J'aurais dû savoir que ma mère n'abandonnerait pas si facilement, surtout quand elle devenait obsédée par quelque chose, ou dans ce cas, par quelqu'un. Peu de temps après, elle m'a invité à dîner chez elle, ce qui n'était pas inhabituel. Elle me demandait souvent de venir pour passer du temps ensemble ou discuter. Mais cette fois, en arrivant, j'ai remarqué que Sophia était là aussi.
Apparemment, ma mère avait décidé de l'inviter de son côté pour forcer une nouvelle rencontre entre nous. Dès que je suis arrivé, mes parents se sont pratiquement précipités hors de la maison avec des sourires malicieux, en disant « Profitez de votre rendez-vous ». J'étais complètement mortifié. À en juger par l'expression de Sophia, je suis sûr qu'elle ressentait la même chose. Nous sommes restés là un instant, à nous regarder maladroitement, ne sachant pas quoi dire ni comment gérer la situation. C'était comme si on nous avait piégés dans un rendez-vous non consenti, en plein milieu de la maison de mes parents, sans échappatoire apparent. Pendant quelques minutes, nous sommes restés silencieux, ne sachant pas quoi faire. J'aurais pu inventer une excuse et partir, mais je ne voulais pas l'embarrasser encore plus que ma mère ne l'avait déjà fait. Après tout, elle était tout autant victime des tentatives exagérées de ma mère que moi. Alors, au lieu de fuir, nous avons partagé quelques rires gênés, reconnu à quel point la situation était absurde, et nous nous sommes finalement assis pour parler. Puisque nous étions là et que nous n'avions rien de mieux à faire, j'ai pensé que je pourrais aussi bien profiter de l'occasion pour mieux la connaître. Sophia a admis ouvertement qu'elle m'avait aimé après notre premier rendez-vous et avait eu l'impression que je ressentais la même chose. Cependant, comme je n'avais jamais rappelé ni fait d'effort pour la contacter, elle était restée confuse. Je lui ai expliqué doucement que, même si elle était gentille et belle, j'avais le sentiment que nous avions des objectifs de vie très différents, puisque son rêve était d'être femme au foyer. Alors Sophia a précisé qu'il ne s'agissait pas de rester à la maison à ne rien faire, surtout si nous n'avions pas d'enfants tout de suite. Elle m'a parlé de son travail bénévole à l'église et de la façon dont elle passait ses journées à aider des enfants et des personnes dans le besoin. Son explication m'a permis de la voir sous un nouvel angle. J'ai commencé à découvrir un côté de Sophia que je n'avais pas pleinement apprécié auparavant. J'ai réalisé qu'au fond, elle semblait être une personne réellement chaleureuse et bienveillante, du moins, c'était l'impression qu'elle me donnait au début. Même si elle n'était pas motivée par des ambitions professionnelles ou de grands objectifs personnels, elle semblait avoir trouvé sa raison d'être dans le service aux autres, et ce niveau de générosité est rare. Malgré mes doutes sur notre compatibilité, j'ai décidé de tenter ma chance et je l'ai invitée à sortir de nouveau. Sophia et moi avons fini par sortir ensemble pendant environ un an avant de franchir l'étape suivante et de nous fiancer. Pendant cette période, j'ai également reçu une promotion au travail, ce qui a considérablement augmenté mes revenus et m'a donné un sentiment de stabilité. Je me sentais suffisamment en sécurité financièrement pour subvenir aux besoins de Sophia une fois mariée, ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour lui faire ma demande. Cependant, la demande en mariage n'était pas entièrement ma décision. Nos mères, surtout la mienne, nous mettaient subtilement la pression pour nous marier au plus vite. Elles nous rappelaient constamment que l'horloge biologique de Sophia tournait, même si ni elle ni moi n'avions de projets immédiats de fonder une famille. Mais leur insistance était toujours là, et cela m'a fait penser que se marier rapidement était la prochaine étape logique. Quand nous nous sommes finalement fiancés, ma mère, fidèle à elle-même, a pris en charge l'organisation du mariage. Elle a insisté pour une cérémonie grandiose, sans ménager aucune dépense, et a proposé de payer l'événement en entier. Ma mère était déterminée à réaliser le mariage de rêve de Sophia, comme s'il s'agissait de celui de sa propre fille, un geste à la fois généreux et accablant. Du lieu aux fleurs en passant par la liste des invités, il n'y avait pas un seul détail trop petit pour que ma mère ne veuille pas le contrôler. La cérémonie a fini par être incroyablement somptueuse, bien plus que ce que j'avais jamais imaginé, mais voir à quel point Sophia était heureuse en valait la peine. Après le mariage et la lune de miel, j'ai rapidement repris ma routine de travail, me plongeant dans mon emploi, devenu encore plus exigeant à cause de ma récente promotion. Pendant ce temps, Sophia a emménagé chez moi et, comme nous l'avions convenu auparavant, elle a pleinement pris le rôle de femme au foyer. Cependant, elle n'était pas inactive. Comme elle l'avait promis, elle a poursuivi son travail bénévole dans une église proche, quelque chose qui lui avait toujours tenu à cœur. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps, après notre installation dans la vie conjugale, pour que je commence à remarquer certaines choses étranges dans la routine de Sophia. Puisque nous n'avions jamais vécu ensemble auparavant, je découvrais de petits détails sur ses habitudes quotidiennes que je n'avais pas connues pendant notre relation. L'une des choses qui m'a le plus marqué a été son insistance pour que j'envoie de l'argent à sa mère chaque mois. Elle affirmait que nous en avions largement assez et que, comme bon gendre, c'était mon devoir d'aider sa mère. J'ai trouvé cela étrange, surtout parce que cela n'avait jamais été mentionné avant le mariage. J'avais toujours supposé que son oncle prenait en charge les besoins de sa mère, mais maintenant, soudainement, elle s'attendait à ce que je contribue financièrement. Une autre chose qui m'a troublé, c'était la fréquence à laquelle Sophia sortait et rentrait très tard le soir. Je m'attendais à ce qu'en tant que femme au foyer, elle passe plus de temps à la maison, à s'occuper de choses comme la cuisine et le ménage pendant la journée. Mais au lieu de ça, elle semblait toujours pressée quand je rentrais du travail, se mettant frénétiquement à préparer le dîner à la dernière minute. Quand je lui demandais pourquoi elle rentrait si tard, elle me disait toujours qu'elle aidait quelqu'un, que ce soit un sans-abri qu'elle avait rencontré ou un enfant de la communauté qui avait besoin de conseils. Je ne voulais pas la décourager de faire ce qui lui semblait important, mais en même temps, je pensais que nous avions convenu que, comme femme au foyer, elle assumerait certaines responsabilités domestiques. Ce n'était pas le cas. Les repas étaient souvent fades et peu sains, improvisés au dernier moment.
Le linge n'était jamais fait à temps, et la maison était rarement aussi propre que je l'espérais. Au début, j'ai essayé de ne pas trop y accorder d'importance, mais avec le temps, cela m'a frustré de plus. J'ai commencé à en parler avec elle dans des conversations calmes, en suggérant des façons d'équilibrer son bénévolat avec ses responsabilités domestiques. Chaque fois, elle promettait de changer et de s'améliorer, mais le schéma ne changeait jamais. C'était toujours la même histoire. Un week-end, alors qu'elle était encore sortie pour faire du bénévolat, j'ai décidé de lui faire une surprise à l'église où elle prétendait aider. Je pensais que ce serait une bonne occasion de passer du temps avec elle dans son environnement et peut-être de lui offrir mon aide si elle en avait besoin. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai demandé après elle, m'attendant à la trouver en pleine activité. Mais les gens avaient l'air confus quand j'ai mentionné son nom. Après avoir interrogé plusieurs personnes, il est devenu clair que ma femme n'avait jamais fait de bénévolat là-bas. En fait, personne ne la connaissait. J'ai senti un nœud dans mon estomac en réalisant ce que je venais de découvrir. Depuis des mois après notre mariage, Sophia me disait qu'elle passait ses journées dans cette église à faire du bénévolat. Mais je venais de comprendre qu'elle n'y avait jamais mis les pieds. J'ai essayé de me convaincre que j'avais peut-être fait une erreur, peut-être que j'avais mal compris le nom de l'église, ou peut-être qu'elle travaillait dans une autre un peu plus loin. Ce soir-là, quand elle est rentrée, j'ai décidé d'agir calmement. Je lui ai demandé négligemment comment s'était passée sa journée, et elle a commencé à me raconter, comme d'habitude, à quel point elle avait travaillé dur, détaillant toutes les personnes qu'elle avait aidées et les choses qu'elle avait accomplies. Quand elle eut terminé, je lui ai demandé directement dans quelle église elle faisait du bénévolat, juste pour voir si elle me donnerait la même réponse. Comme prévu, elle a mentionné la même église que j'avais visitée, celle où l'on m'avait dit que personne ne la connaissait. Ce fut le moment où j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Sophia m'avait menti, pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, sur l'endroit où elle passait son temps. Ce n'était pas une simple confusion. Elle m'avait délibérément trompé, et je ne comprenais pas pourquoi. Que faisait-elle vraiment pendant la journée? Pourquoi me mentait-elle encore et encore? Il se passait clairement quelque chose, et j'étais bien décidé à découvrir la vérité. Le lendemain, au lieu d'aller travailler comme d'habitude, j'ai garé ma voiture à quelques pâtés de maison de notre maison, assez loin pour qu'elle ne me voie pas, mais assez près pour la surveiller. J'avais pris ma décision, j'allais la suivre pour voir où elle allait. Je voulais qu'elle me prouve que j'avais tort, qu'elle me montre qu'elle allait vraiment à l'église comme elle le prétendait toujours, et que tout cela n'était qu'un malentendu. J'avais même commencé à me préparer mentalement à m'excuser auprès d'elle, à admettre que mes insécurités avaient pris le dessus et à lui expliquer que je l'avais soupçonnée sans raison. Ce qui s'est passé ensuite, je n'aurais jamais pu m'y préparer. Une heure après que je m'étais garé, j'ai vu Sophia sortir par la porte d'entrée. Mais au lieu des vêtements conservateurs qu'elle portait habituellement à la maison ou avec moi, elle était habillée complètement différemment, en short et débardeur, une tenue que je ne lui avais jamais vue. Je l'ai regardée monter dans sa voiture et, au lieu de se diriger vers l'église comme je m'y attendais, elle est partie dans la direction opposée. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je l'ai suivie à distance pour qu'elle ne se doute de rien. Je n'arrêtais pas de me convaincre qu'il devait y avoir une explication logique. Peut-être qu'elle faisait une course. Peut-être qu'elle rejoignait quelqu'un de l'église. Peut-être. Finalement, elle s'est arrêtée dans un quartier tranquille et s'est garée devant une maison que je ne reconnaissais pas. Ce n'était ni la maison de sa mère, ni celle d'un cousin que je connaissais. Puis j'ai vu un homme sortir de la maison pour l'accueillir, et mon cœur s'est effondré quand je les ai vus s'enlacer. Et puis, à ma stupéfaction totale, ils se sont embrassés là, dans l'allée. Ils s'étreignaient avec une telle familiarité, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je ne pouvais plus respirer. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf que c'était moi qui me crachais, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Mes mains serraient le volant tandis que j'essayais de digérer ce que je venais de voir. Après le baiser, ils sont entrés ensemble dans la maison, toujours enlacés, comme s'ils l'avaient déjà fait des centaines de fois. J'avais la nausée. Il était clair que ce n'était pas une simple aventure. La manière dont ils interagissaient, la complicité entre eux, rendait évident que cela durait depuis un certain temps. Mon cœur était brisé. Soudain, tous les doutes, les horaires étranges et les excuses prenaient sens. Sophia menait une double vie, me mentant sur la façon dont elle passait ses journées tout en entretenant secrètement cette relation juste sous mon nez. Mon premier réflexe a été d'appeler ma mère. J'avais envie de me confier, de tout lui dire, d'entendre sa voix et de trouver du réconfort. Mais je savais que si je le faisais, elle appellerait immédiatement Sophia, par colère ou par choc, et ça l'alerterait. Je ne voulais pas que Sophia sache que j'avais découvert la vérité, du moins pas encore. Il me fallait des preuves solides, des éléments clairs de son infidélité, pour qu'au moment de la confronter, j'ai tout ce qu'il fallait pour mettre fin à ce mariage. Je devais agir intelligemment. Durant les 2 semaines suivantes, j'ai concentré toute mon énergie à rassembler les preuves nécessaires pour affronter Sophia et entamer le processus de divorce. Pendant ce temps, j'ai consulté un avocat afin de protéger au mieux mes biens une fois la procédure lancée. Je savais que nous n'avions pas de contrat prénuptial et je voulais éviter d'être ruiné financièrement par cette trahison. La nuit où j'ai enfin confronté Sophia était surréaliste.
Je l'ai assise et je lui ai dit calmement que je savais pour son infidélité. Au début, elle avait l'air choquée et a tenté de tout nier, mais j'étais préparé. Une par une, je lui ai montré toutes les preuves que j'avais accumulées au cours du mois, des photos d'elle avec l'homme, des captures d'écran des messages que j'avais trouvés sur son téléphone, même des relevés des jours où elle avait menti en disant qu'elle était à l'église. À chaque élément que je présentais, Sophia comprenait qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir avec des mots. Finalement, à contre-cœur, elle a avoué. Elle a admis que l'homme qu'elle voyait était son petit ami du lycée, ce que j'avais déjà découvert en faisant des recherches et en le trouvant sur Facebook. Elle a essayé de minimiser la situation, disant que ce n'était qu'une bêtise, qu'elle s'amusait avec lui, que ce n'était rien de sérieux. Elle a juré qu'elle n'avait jamais eu l'intention que ça aille si loin. Je ne l'ai pas cru. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit fermement que j'allais divorcer. Elle a semblé abasourdie. Je crois qu'au fond d'elle, elle pensait pouvoir me convaincre de lui pardonner, ou que je tomberais dans ses excuses. Mais quand elle a compris que j'étais sérieux, elle a commencé à supplier. Elle m'a demandé de reconsidérer, promettant qu'elle changerait et qu'on pouvait arranger les choses. Mais ces supplications n'ont eu aucun effet. Je savais que si je restais, je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Je lui ai dit calmement de faire ses valises et de partir. Pour éviter toute confusion ou toute tentative de déformer la situation auprès de nos familles, j'ai créé un groupe avec mes parents et la mère de Sophia. Dans le chat, j'ai exposé la vérité clairement. J'ai envoyé toutes les preuves de l'infidélité de Sophia, les photos, les messages, tout. Je voulais qu'ils connaissent toute la vérité sur la raison du divorce et éviter toute tentative de manipulation, que ce soit de la part de Sophia ou de sa mère. De cette façon, il n'y aurait aucune place pour les malentendus ni les versions inventées. Je savais qu'une fois la nouvelle répandue, tout exploserait, et je n'allais laisser aucun doute planer. Comme prévu, les réactions ont été intenses. Ma mère était absolument furieuse, révoltée que Sophia m'ait trahi. Mais en même temps, elle et la mère de Sophia n'ont cessé de me supplier de reconsidérer ma décision. Malgré les preuves irréfutables de l'infidélité de Sophia, elles me suppliaient toutes les deux de trouver la force de pardonner et de lui donner une seconde chance. Heureusement, mon père a pris mon parti. Il m'a assuré que je faisais le bon choix et que personne ne devait rester avec un partenaire infidèle, quelles que soient les circonstances. Il m'a dit que je méritais mieux et a soutenu ma décision d'aller de l'avant avec le divorce. Une semaine après le dépôt de la demande de divorce, Sophia et sa mère se sont présentées à l'improviste chez moi. Sophia m'a annoncé qu'elle était enceinte de mon enfant. Ma réaction immédiate a été l'incrédulité. J'ai refusé catégoriquement d'accepter que j'étais le père, sachant qu'elle avait eu une liaison. La mère de Sophia s'est emportée contre moi, m'accusant de détruire la vie de sa fille, d'abord en refusant d'assumer la responsabilité du bébé, puis en divorçant d'elle si brutalement. Elle a essayé de me faire passer pour le cruel de l'histoire. Plus tard, ma propre mère a redoublé ses supplications. Elle m'a dit que les enfants pouvaient tout changer dans un mariage, qu'un bébé pouvait nous rapprocher, comme si une grossesse était une solution magique à l'infidélité. Elle disait que Sophia avait promis de ne plus jamais tromper, et que je devais penser à l'avenir de l'enfant, pas seulement à mon orgueil. Elle a essayé de me faire culpabiliser, comme si j'étais le méchant pour avoir choisi de mettre fin à un mariage où la confiance était déjà détruite. Quand je n'ai pas cédé, ma mère, désespérée, m'a menacé de témoigner contre moi au tribunal si la question de la pension alimentaire se posait. Elle m'a dit qu'elle s'assurerait que je paie pour le bébé, qu'il soit de moi ou non. L'ADN n'a pas d'importance, la famille c'est la famille, a-t-elle soutenu, sous-entendant qu'elle se moquait de qui était le père biologique. Elle était déterminée à revendiquer ce bébé comme son petit enfant, même si cela signifiait se retourner contre moi devant la justice. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Fidèle à sa parole, ma mère a témoigné contre moi pendant le processus de divorce, l'une des trahisons les plus douloureuses que j'ai jamais vécues. Mon avocat et moi nous sommes battus pour que le tribunal comprenne que Sophia avait été infidèle et qu'il y avait une réelle possibilité que l'enfant ne soit pas le mien. Cependant, ma mère et la mère de Sophia ont toutes deux témoigné que la liaison de Sophia n'avait pas été sexuelle, minimisant son infidélité comme si ce n'était qu'une erreur innocente. Elles ont même soutenu que, puisque Sophia et moi avions été intimes quelques semaines avant notre séparation, juste au moment où j'ai découvert sa trahison, l'enfant devait forcément être le mien. Heureusement, à la fin, le juge a statué qu'aucune décision définitive ne pouvait être prise concernant la pension alimentaire ou la paternité avant la naissance de l'enfant et la réalisation d'un test ADN approprié. Ce n'est qu'alors qu'il serait déterminé si j'étais le père biologique. J'ai ressenti un soulagement. C'était comme une petite victoire dans ce processus épuisant et douloureux. Au moins, je ne serais pas forcé de subvenir aux besoins d'un enfant qui n'était peut-être pas le mien sans preuve concrète. Cependant, ma mère, Sophia et sa mère étaient furieuses de ce verdict. Plus tard, ma mère est venue me voir et m'a dit qu'elle aurait préféré que je ne sois pas son fils, et que si j'étais vraiment un homme, je devrais remonter mon pantalon et accepter l'enfant de Sophia comme le mien, peu importe ce que prouverait le test de paternité. Ces derniers mois, ma mère m'a dénigré auprès de toute la famille, me présentant comme le méchant qui avait détruit son mariage à cause de ce qu'elle insistait à qualifier de simple erreur de Sophia. Peu importe les preuves que j'apportais ou les arguments logiques que je faisais valoir, ma mère restait accrochée à sa version,
me rendant responsable de tout ce qui avait mal tourné. Vous pouvez donc imaginer ma satisfaction quand le jour des résultats du test de paternité est enfin arrivé. Cette semaine, Sophia a donné naissance à une petite fille, et nous avons immédiatement fait le test. Le résultat a confirmé ce que je soupçonnais, le bébé n'était pas de moi. Quand j'ai montré les résultats à Sophia, elle a éclaté en larmes, me suppliant d'accepter le bébé. Elle affirmait que ses amis et sa famille la rejetteraient, elle et sa fille, si je ne prenais pas mes responsabilités. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça, lui ai-je répondu fermement. Elle n'est plus ma responsabilité. Depuis, Sophia ne cesse de m'appeler et de me laisser des messages vocaux, me suppliant de reconsidérer. Alors voilà, je me confie un peu à des inconnus, parce que je ne peux pas vraiment en parler avec ma famille, et je n'ai jamais eu beaucoup d'amis. Mise à jour 1. Pour tous ceux qui demandent, Sophia prétend maintenant que puisque je n'aurai probablement pas d'enfant de sitôt, je devrais considérer ce bébé comme le mien, malgré le fait qu'elle m'ait trompé. Elle a également avoué que l'homme avec qui elle avait eu cette liaison, son petit ami du lycée, a refusé de l'épouser. En réalité, il n'avait jamais été prêt à s'engager, et c'est pour ça qu'elle avait dû m'épouser moi. Maintenant, il est clair qu'elle voulait seulement m'utiliser comme source de revenus tout en continuant sa relation. Honnêtement, j'espère seulement qu'elle le poursuivra au tribunal pour qu'il paie une pension alimentaire, mais à ce stade, je m'en fiche complètement. Mise à jour 2. J'ai suivi vos conseils et j'ai publié un message sur Facebook pour annoncer publiquement que je ne suis pas le père de l'enfant de Sophia. J'en avais assez que ma mère soutienne Sophia après tout ce qu'elle m'avait fait, et je voulais l'humilier de la même manière qu'elle m'avait humilié pendant des mois. Et devinez quoi? Après mon post mentionnant le soutien de ma mère à Sophia, elle m'a appelé furieuse parce que les gens commençaient à lui tourner le dos. Elle m'a accusé de l'avoir trahi, ce qui est assez ironique, puisqu'elle m'avait trahi en témoignant contre moi au tribunal, essayant de me forcer à payer pour un enfant qui n'était pas le mien. Au début, beaucoup d'amis et de proches de ma mère croyaient sa version de l'histoire. Mais maintenant que les résultats ADN sont publics, tout le monde a compris qu'elle s'était trompée sur Sophia. Dans les commentaires sous ma publication, et même en personne, les gens lui disent qu'elle doit être une meilleure mère pour moi, et que je suis la véritable victime dans cette situation. Après l'appel de ma mère pour me crier dessus, elle et mon père ont eu une énorme dispute. Mon père, fatigué de la façon dont elle me traitait sans cesse, l'a menacé de partir si elle ne renonçait pas à son idée ridicule de m'obliger à accepter l'enfant de Sophia comme le mien, alors qu'il ne l'était clairement pas. Je comprends que l'idée d'avoir une petite fille soit tentante pour ma mère, mais cela ne justifie en rien ce qu'elle a fait. Mise à jour 3. Cela fait 5 mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses ont changé. Le mois dernier, mes parents ont décidé de se séparer. Ma mère a refusé de changer et s'est même mise à se présenter comme la grand-mère du bébé de Sophia. Elle lui donne de l'argent chaque mois et propose même de garder l'enfant. On dirait qu'elle vit enfin son rêve d'avoir la fille qu'elle a toujours voulu. Cependant, mon père en a eu assez de son comportement. Il considère que ce qu'elle fait est inapproprié, et il a clairement dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec Sophia ni avec son bébé. Cela a provoqué de multiples disputes, puisque ma mère refuse d'assumer ses actes. En conséquence, mon père a quitté la maison et vit maintenant avec moi. Ça me brise le cœur que ma mère ait choisi de se concentrer davantage sur l'enfant de mon ex-femme infidèle que sur sa propre famille. Quoi qu'il en soit, mon père a rendez-vous avec un avocat cette semaine pour entamer le processus de divorce. Mise à jour 4. Ce que je vais vous dire m'a laissé sous le choc, et ça va probablement vous laisser sans voix aussi. Il s'avère que j'ai découvert quelque chose qui change complètement la façon dont je voyais cette situation, et honnêtement, j'ai encore du mal à l'assimiler. Vous vous souvenez que dans mon premier récit, j'avais mentionné que Sophia et sa mère vivaient chez l'oncle parce que le père de Sophia était décédé. Eh bien, ce n'est pas toute l'histoire. Apparemment, l'infidélité coule dans le sang de cette famille. Quelqu'un qui avait lu mon post sur Facebook m'a contacté en privé pour me révéler la vérité derrière la séparation des parents de Sophia. Selon cette personne, si le père de Sophia s'est suicidé, c'est parce qu'il avait découvert que sa femme avait une liaison avec son propre frère, le même oncle chez qui Sophia et sa mère vivaient. Donc, elle ne vivait pas seulement chez lui pour un soutien financier. En réalité, la mère de Sophia entretenait une relation avec son beau-frère depuis des années. Au début, j'ai pensé que c'était trop fou pour être vrai. Qui pourrait inventer une histoire aussi tordue? Cependant, je n'arrive pas à trouver une raison logique pour laquelle cette personne m'aurait menti et, étant donné que Sophia trompe de la même façon, il ne me paraît plus si farfelu de penser que l'infidélité coule dans les veines de cette famille. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes, dans mes précédents commentaires, ont suggéré qu'au vu du comportement de ma mère, je devrais faire un test ADN avec mon père. Apparemment, selon certaines statistiques qu'ils ont partagées, même si je ne sais pas vraiment à quel point elles sont fiables, lorsqu'une personne insiste autant pour pardonner une infidélité, c'est souvent parce qu'elle a elle-même un passé de tromperie. J'ai pensé que ce test ADN pourrait aider mon père à renforcer son dossier de divorce, surtout si nous découvrions quelque chose d'étrange. Eh bien, nous avons fait le test ADN. À notre grand soulagement à tous les deux, je suis bel et bien le fils biologique de mon père. C'était un énorme poids en moins, car nous avions vraiment cru qu'il y avait une chance que ma mère ait été infidèle à un moment donné.
Même s'il n'y avait jamais eu de preuves, ce doute avait toujours plané. Mais ce n'est pas la fin de mon récit, car mon père a décidé d'utiliser les résultats pour tendre un piège à ma mère. Il s'est assis avec elle et lui a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à leur mariage et qu'il avait décidé de faire un test ADN parce qu'il avait des doutes sur sa fidélité. Il lui a montré qu'il avait des documents dans les mains, mais sans révéler les résultats immédiatement. Au lieu de ça, il l'a simplement observé attentivement, attendant une réaction. Selon mon père, le visage de ma mère a complètement changé, passant de la surprise à la nervosité, comme si elle savait déjà qu'elle avait quelque chose à cacher. Finalement, mon père lui a dit que le test montrait qu'il n'était pas mon père. L'expression de ma mère a alors viré de la nervosité à la panique pure. Elle a commencé à le supplier de lui montrer les papiers, mais mon père a refusé, disant qu'il ne le ferait que si elle avouait avec qui elle l'avait trompé. Sous la pression et après beaucoup d'insistance, ma mère a fini par avouer, sans se rendre compte que mon père l'enregistrait tout ce temps. Cet enregistrement, c'était son idée pour obtenir une preuve solide d'infidélité, et il l'a bel et bien obtenue. La partie la plus choquante n'était pas seulement qu'elle ait avoué, mais surtout avec qui. Tu te souviens de l'oncle de Sophia? Oui, lui, l'histoire était encore plus tordue que ce que nous imaginions. Ma mère n'avait pas seulement été amie avec la mère de Sophia, elle avait aussi eu une relation intime avec l'oncle de Sophia. Tout cela se passait dans le dos de mon père depuis des années. Maintenant, il ne reste plus à mon père qu'à voir s'il peut utiliser cet enregistrement comme preuve. Si tout se passe bien, cela pourrait l'aider à éviter de payer plus que nécessaire lors du règlement du divorce. Quant à ma mère, disons simplement qu'elle n'a pas été ravie en voyant les documents et en réalisant que j'étais bel et bien le fils de mon père. Apparemment, les trahisons ne sont pardonnables que lorsqu'elles viennent d'elle, pas des autres. Mise à jour 5. J'espère que ce sera ma dernière mise à jour, car j'ai enfin le sentiment que cette histoire touche à sa conclusion. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme nous l'espérions. Mon père n'a pas pu utiliser l'enregistrement de l'aveu de ma mère comme preuve au procès de divorce. Dans notre État, il est illégal d'enregistrer quelqu'un à son insu, ce qui signifiait que la preuve n'avait aucune valeur juridique. Avec son avocat, il a essayé de trouver d'autres moyens d'obtenir des preuves supplémentaires, mais ce n'était pas possible. En conséquence, le juge a ordonné à mon père de payer une pension alimentaire à ma mère, car, étant le revenu principal, il a l'obligation de la soutenir financièrement. Mon père est très mécontent de cette décision, mais je comprends pourquoi il a fait ce qu'il a fait avec l'enregistrement, il l'a envoyé à Sophia. Sophia l'a montré à sa mère et, comme prévu, la relation entre ma mère et la mère de Sophia s'est complètement effondrée. C'est presque ironique de penser qu'après tout ce que ma mère avait fait pour Sophia et sa mère, leur amitié s'est terminée de la pire façon possible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sophia a choisi de prendre le parti de sa mère dans ce conflit, car c'est sa famille, et ma mère ne l'est pas. En conséquence, Sophia n'autorise plus ma mère à voir sa prétendue petite-fille. Pour quelqu'un qui avait passé des années à rêver d'avoir une fille, puis qui s'était accroché à l'idée de cette petite fille comme un moyen de compenser ce rêve brisé, c'est un coup dévastateur. Honnêtement, voir mes parents traverser un divorce a été difficile. Ce n'est pas facile d'accepter que nous passions tous les deux par un divorce en même temps, surtout en sachant que ma mère comme mon ex-femme m'ont été infidèles. Cependant, savoir que Sophia est désormais seule, sans homme pour soutenir son enfant et sans aide financière, rend la situation un peu plus supportable pour moi. Au final, son plan d'utiliser ma personne comme fournisseur financier tout en poursuivant sa liaison a totalement échoué. Quant à ma mère, elle se retrouve sans la fille qu'elle a toujours voulu et sans la petite fille dont elle rêvait. Il semble que tout ce qu'elle a essayé de construire avec Sophia et son bébé se soit effondré, la laissant complètement seule. Même si je ne prends aucun plaisir à voir mes parents traverser ce processus, j'ai l'impression que les choses se sont réglées de façon juste. Chacun d'eux fait désormais face aux conséquences de ses propres choix.